Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 2 mai 2018. Ce soir, comme vous le savez, il y aura le communiqué du FOMC. Les membres du FOMC qui se sont réunis depuis hier soir pour décider des taux et des prochaines décisions concernant la politique monétaire. Donc a priori, il n'y aura pas de hausse des taux. C'est en tout cas ce que les différents consensus nous indiquent. Donc on va voir un petit peu ce que nous pouvons nous attendre de ce communiqué. Il n'y aura pas de discours de Jérôme Powell, donc ça ne sera qu'un communiqué. Alors tout de suite, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien. Ramsey, Benjamin que je salue également. Euh, alors au niveau du briefing de l'actualité, on a le marché asiatique ce matin qui sont dans un ordre mitigé sur la clôture en demi-teinte de Wall Street. Wall Street qui attend le communiqué du FOMC et les chiffres de l'emploi américains qui seront publiés vendredi. À noter que plusieurs bourses de la région en Asie ont réouvert après plusieurs journées fériées. Du côté des US, on a Donald Trump qui a prolongé l'exemption des tarifs sur l'acier et l'aluminium pour l'UE, le Mexique et le Canada jusqu'au 1er juin. Sur donc cette annonce, on va dire, permet à l'acier de respirer. L'acier et l'aluminium de respirer. Étant donné que l'acier c'est un alliage. Donc macro, l'inflation US mesurée par l'indice PCE Core est ressortie comme prévu en hausse de 1,9% sur un rythme annualisé, soit conforme aux dernières projections du FOMC. Donc c'est très important. C'est très important cet indice PCE Core parce que voilà il correspond aux dernières projections des membres du FOMC pour 2018. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça solidifie, ça renforce l'hypothèse de connaître 4 hausses des taux cette année. D'ailleurs, il y a autant de probabilités dorénavant de connaître 4 ou 3 hausses des taux de la part de la Fed cette année. Donc la tendance est en clair le scénario d'une quatrième hausse des taux qui gagne de plus en plus d'importance, alors que celle de 3 hausses des taux perd un petit peu d'intérêt. Donc voilà, le marché qui price de plus en plus sur une quatrième hausse des taux. Euh, Ce soir, nous n'aurons pas de nouvelles projections du FOMC. Les nouvelles projections du FOMC seront publiées en juin. Donc voilà. Au Canada, on a eu un PIB qui est sorti en hausse, en nette hausse, plus 0,4% en février comparé à janvier, ce qui est énorme hein, si on compare par rapport à la croissance britannique au premier trimestre, d'accord, premier trimestre, plus 0,1%, au Canada plus 0,4 en un mois en février. Donc maintenant, faut préciser que cette hausse du PIB est surtout grâce au rebond du secteur de l'extraction minière, pétrolière et gazière. Donc si on regarde les cours des matières premières, concrètement, depuis le début de l'année, ils sont en hausse, ce qui permet mécaniquement, de soutenir finalement la croissance, la richesse produite, sans réellement augmenter l'activité. Même si elle a augmenté, le fait que les prix sont cotés en dollars et qu'ils augmentent, eh bien finalement, ça permet au PIB canadien de progresser. D'un point de vue un peu plus politique, nous aurons les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine qui vont commencer jeudi à Beijing. Donc on a les officiels américains qui prévoient de rentrer aux US avant la fin de la semaine, donc ce week-end. Mais l'un des secrétaires américains en commerce, Wilbur Ross, a indiqué que le voyage pourrait être raccourci si ce n'était pas satisfaisant. Donc en clair, il a donné un petit coup de froid sur les marchés. Donc le marché qui est assez prudent hein, de ces négociations commerciales et a priori la Chine ne va pas non plus se plier en quatre pour satisfaire les États-Unis d'après certains médias chinois. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu, mais écoutez, ça va être assez intéressant de suivre ces négociations demain et après-demain.
Au Royaume-Uni, on a l'activité manufacturière qui tourne à un rythme le plus lent depuis 17 mois, le crédit à consommation qui n'a pas atteint les attentes et le nombre de prêts accordés pour l'achat immobilier qui a réduit. Donc en clair, des mauvaises statistiques qui entraînent le pound à un plus bas de 15 semaines. Voilà un petit peu pour le briefing de l'actualité. Bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Bonjour à vous Raymond, François que je sais également, Stéphane, Hubert. Donc petite parenthèse, voici le rapport de la deuxième enquête du webinaire. Alors je n'ai pas fait de graphique pour vos commentaires, simplement sur l'heure et la durée du webinaire. Donc on voit qu'il y a une majorité qui est satisfait de l'heure actuelle qui est à 9h, 61%. Donc je vais laisser ce webinaire à 9h heure française. Et la durée qui est entre 30 et 45%, 30 et 45 minutes, excusez-moi. Donc voilà, c'est un petit peu mon objectif. Dont je vais essayer un peu plus de respecter. Voilà, donc merci en tout cas pour votre participation pour ces deux enquêtes qui permettent de clairement réorienter un petit peu la structure de mon point de marché. Je prends en compte euh, vos, euh, vos commentaires que vous m'avez envoyés dans les deux enquêtes. Je les publie pas parce que voilà, c'est assez personnalisé, donc c'est compliqué de faire un graphique, mais euh, mais euh, mais voilà, je les lis, j'y réfléchis. Il n'y a pas encore de réaction directe, enfin j'ai pas encore changé quelque chose, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra assez rapidement. Résumé la science américaine et asiatique. Donc on a le dollar qui a progressé de 0,71% hier, ce qui est beaucoup hein, pour un indice. Le Dow Jones qui perd du terrain, à l'inverse de la S&P Nasdaq qui progresse. Le Nasdaq, les valeurs tech qui ont surperformé en amont des publications des résultats d'Apple. D'ailleurs, Apple qui a publié des excellents résultats qui ont dépassé les estimations. Les ventes d'iPhone X qui n'ont pas déçu. Les services, le chiffre d'affaires des services d'Apple qui ont bondi de 30%. Bref, on a eu des excellents résultats d'Apple qui ont été publiés après la fermeture des marchés américains, donc ce qui devrait être digéré par les indices européens ce matin et également les marchés américains cet après-midi. On a le rendement du T-Note qui reste flat, hein, qui reste modéré en dessous des 3%, précisément à 2,96 depuis le début de la semaine. Ce matin, on a le yen qui perd du terrain, le gold qui est en hausse, étant donné que le dollar est en baisse ce matin, ce qui est plutôt normal après une hausse de 0,71%. On a généralement des petites prises de bénéfices. Donc, dollar en baisse ce matin, ce qui fait mécaniquement remonter le cours de l'or. Sinon, on a le yen, le Nikkei et le Hang Seng qui sont dans le rouge, tout simplement. Et donc, au niveau du calendrier économique, on va passer directement sur le site, étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de statistiques. Donc, disons qu'on a eu le taux de chômage néo-zélandais qui est ressorti comme attendu en baisse à 4,4%. Au Japon, on va pas tous les faire, hein, je vous dis le plus important. Indice PMI composite sorti à 53,1 contre 51,3. Donc en clair, une activité économique des services et manufacturières qui progresse tous les deux. Surtout les services, regardez les services, 52,5 contre 50,9. Alors comment fonctionnent ces chiffres, comment fonctionnent ces nombres, pardon, des indices PMI, vous vous posez sans doute la question. Alors c'est très simple, hein. Au-dessus de 50, c'est-à-dire qu'il y a un développement. En dessous, c'est-à-dire qu'il y a une contraction. Donc si le chiffre progresse par rapport à la précédente publication, ça veut dire qu'on a un développement des services qui accélère. À l'inverse, si on a un chiffre qui diminue, si on a un nombre pardon qui diminue, nous avons donc un ralentissement de l'activité et on a une contraction seulement si on a un chiffre en dessous de 50. Donc ça c'est valable pour tous les indices PMI, hein. Que ce soit Nikkei, que ce soit Kexin, que ce soit marqué, que ce soit ISM, peu importe. C'est le fonctionnement de l'indice PMI. Au-dessus de 50, il y a un développement. En dessous de 50, il y a une contraction. Donc en dessous de 50, c'est vraiment pas bon. Voilà, c'est vraiment mauvais. Indice PMI Manufacturing Kexin qui est une société économique indépendante. Voilà, donc étant donné que la Chine, on sait que c'est les chiffres publiés par le gouvernement chinois ne sont pas forcément extrêmement fiables. L'indice PMI Manufacturing Kexin permet un petit peu de confirmer ou d'infirmer la précédente publication. Donc, en l'occurrence, PMI Manufacturing Kexin qui ressort en hausse supérieure
au consensus qui s'attendait à une baisse. Donc c'est une très bonne annonce pour l'activité, pour les chiffres chinois tout simplement. Sinon, nous avons eu donc, alors les chiffres de la Suisse, c'est pas très important, hein, le PMI manufacturier qui ressort dans 20 minutes. Donc nous aurons le PIB de la zone euro, l'anticipation, hein, c'est pas le final, mais le PIB de la zone euro qui est attendu en ralentissement au premier trimestre, 0,4% contre 0,6% au précédent trimestre, c'est-à-dire au quatrième trimestre 2017, ce qui se matérialise par un ralentissement sur un rythme annuel de 2,5%. Voilà, donc la croissance attendue en baisse. Celle en Italie, également, non pardon, inchangée, 0,3% sur un rythme donc trimestriel, c'est-à-dire une richesse qui se développe à un rythme équivalent au quatrième trimestre de l'année précédente. Et donc voilà, tout simplement. Nous aurons l'enquête ADP qui sera publiée cet après-midi. Donc l'enquête ADP, je vous rappelle, ADP, une société d'intermédiaires qui gère à peu près 20% des contrats dans le secteur privé. Donc ça ne fait pas toute la donne, mais ça donne des petites indications. J'ai fait une étude sur la corrélation entre le chiffre de l'enquête ADP et du NFP. Croyez-moi, il n'y a pas de lien entre les deux. Donc c'est pas parce qu'il y a un bon ADP qu'il y aura un bon NFP. Voilà. Et sinon, donc comme d'habitude, 16h30, les stocks de pétrole, puis 20h, la décision des taux, accompagnée du communiqué de la Fed. Voilà la probabilité d'une hausse des taux ce soir de la Fed, seulement 5,7% d'après CME Group. Donc autant dire qu'elle est nulle. Voilà un petit peu pour le calendrier économique. 45 minutes c'est bien, 30 minutes d'analyse technique et fondamentale et 15 minutes de réponse à notre question. Très bien Didier, je note. Loïc, webinaire 8h45 est bien aussi. D'accord. Je note aussi, mais d'après participants, voilà, il y a eu quand même pas beaucoup de réponses. 9h, c'est en grande majorité, ça satisfait l'audience. Donc écoutez, je vais rester à 9h. Le gold en hausse, court et moyen terme. Alors, on va voir ça dans un petit instant, Benjamin. On va voir ça dans un petit instant. On commence par nos index. Alors hier, j'ai pris le temps de faire des analyses de long terme. Vous voyez, j'ai tracé des obliques. On ne sait pas d'où vraiment elles sortent. Donc j'ai fait ça sur tous les index. Vous voyez, ce qui me permet d'avoir des obliques très très intéressantes. Et je vais commencer par le dollar parce que le dollar c'est vraiment la devise qui me semble très intéressante dorénavant. Vous voyez cette oblique baissière qui a attrapé tous les plus hauts depuis depuis 2017-2016. Et bien vous voyez qu'elle a été dépassée, donc on a un signal haussier. Je pense que sur cet index, la prochaine résistance, c'est le plus haut avant la hausse des taux de la Fed qui avait lieu en décembre. Vous voyez, c'était à ce moment-là la hausse des taux. Et vous pouvez voir qu'on avait une résistance à ce niveau de prix. Donc je pense que le dollar a des chances de revenir à ce niveau de résistance d'ici les prochaines séances. Le DXY, si vous faites l'analyse technique, elle est identique. On a... Ah pardon, alors. Tac, donc. Voilà, donc on a l'oblique. L'oblique que je vais ajuster. Voilà, l'oblique qui vient attraper tous les plus hauts depuis la tendance baissière, hein, donc en clair la résistance. Et si vous regardez, ah pardon, elle n'a pas été dépassée. Alors hier j'ai dû prendre un mauvais point alors, mais donc du coup elle n'est pas dépassée. Par contre, on a quand même un beau chandelier haussier qui dépasse le gap du 11-12 janvier, qui dépasse la moyenne mobile de 100 jours pour la première fois, vous voyez, depuis qu'elle a été, depuis que court est en dessous, et clôture au-dessus, en dessous, pardon, des 92 points. Donc on n'a pas alors les 92 ne sont pas sauvegardés. Si, on a eu la clôture au-dessus des 92 points, donc c'est plutôt bien, c'est un bon signal haussier. Bon, hier on avait l'oblique baissière où j'avais utilisé un mauvais point et du coup avait été dépassé hier, mais ce n'est pas le cas finalement. Mais quand même, on a des résistances qui ont été franchies. On en a d'autres qui sont en train d'être testées.
l'oblique baissière et les 92 points qui sont réintégrés ce matin. Mais donc voilà, on a quand même des premières résistances qui sont cassées. Et je pense que si on a ces résistances qui sont cassées, il y a des chances qu'on puisse mettre en place des stratégies acheteuses sur le dollar. Et le dollar, il y aura une marge de progression jusqu'à 95. 95 qui est le plus haut, vous voyez, en novembre. Tout comme sur cet index, les plus hauts, c'était un peu plus long, mais c'était octobre-novembre. Donc voilà, personnellement, j'anticipe un dollar qui va revenir à ces niveaux de l'automne dernier. Le CAD, le CAD index, donc pareil, je fais une analyse de long terme. Il y a une oblique qui a cherché tous les plus hauts depuis 2010. Et vous voyez que sur une territoire mensuelle, elle n'a pas été dépassée, hein. On a eu des excès pendant les mois, mais vous pouvez voir que les prix de clôture n'ont pas été, n'ont pas été dépassés. Donc, n'ont pas dépassé cette oblique, excusez-moi. Donc là, la prochaine hausse, vous voyez que le CAD teste une résistance. Mais la prochaine résistance, c'est cette oblique baissière de long terme. Cette oblique baissière, on a également cette oblique baissière d'un peu plus court terme qui a acheté tous les plus hauts depuis 2017. Et vous voyez que voilà, c'est cette zone. Donc la marge de progression du CAD est jusqu'à cette zone de prix. Donc clairement, on arrive proche d'une zone de résistance majeure. Le franc suisse, toujours son support. Toujours son support. Pour moi, je pense que mettre en place des stratégies acheteuses à ce niveau de prix n'est pas une mauvaise stratégie, étant donné qu'on est sur un niveau de support pluriannuel qui a été testé à de multiples reprises. Donc voilà, c'est tout à fait logique de passer long sur le franc suisse à ce niveau de prix. Le GBP approche vers le bas de ce canal haussier, vers le bas de ce canal. Donc il faudra surveiller bien évidemment la réaction du marché. C'est pas parce qu'il arrive en bas de ce canal qu'il faut directement le payer. Il faut attendre un rebond. Mais en tout cas, si on a le rebond, ce sera l'opportunité de mettre une stratégie acheteuse sur le GBP. Dans le cas contraire, si on a une cassure, si le cours franchit ce support, dans ce cas, ce sera un signal baissier en direction des niveaux de l'automne dernier pour la livre sterling. D'ailleurs, je préfère vous indiquer que il n'y aura pas d'hausse des taux normalement en mai, vu les statistiques, les mauvaises statistiques qui sont publiées depuis 2-3 semaines au Royaume-Uni. Et dorénavant, le marché anticipe une hausse des taux de la BOE pour décembre. Donc, voilà, on a eu clairement une déception de la part des investisseurs, ce qui se matérialise par une baisse du GBP, et je pense qu'elle pourrait se continuer. Mais j'attends clairement la cassure de cette oblique pour passer short sur le GBP. Alors François qui nous dit, vu que l'analyse des marchés actions ne dure pas longtemps, ce serait bien de commencer la séance par là, avant tout le reste. Eh bien écoutez, c'est une très bonne idée. Demain, je vais commencer par les indices. Bah, demain, après-demain, c'est vrai que les indices, je prends 5-10 minutes à les faire, étant donné que ça va assez vite. Donc voilà. Et ensuite, je passerai sur le Forex. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup le Forex. En plus, daily FX, vous savez, c'est daily FX Forex. Donc voilà, on met un peu plus l'accent sur le Forex. Mais c'est vrai, vous avez raison. Je vais commencer par les indices, c'est une bonne idée. L'euro, un peu comme le GBP, regardez, dans ce canal haussier, en bas, ce canal haussier. Donc il est en train de retester. S'il y a une cassure, ce sera clairement un signal baissier jusqu'à, vous voyez, moi, le premier support que je constate, c'est ceux de l'automne dernier. Donc voilà, il y aura clairement une marge baissière pour l'euro. L'euro-dollar pourrait clairement s'enfoncer à 1,15. Si on a l'euro qui franchit cette oblique. Si l'euro franchit cette oblique, on pourra shorter l'euro-dollar jusqu'à 1,15. L'AUD a toujours du mal à progresser, mais regardez, il y a cette oblique haussière que j'ai trouvée hier. Alors trouver, hein, c'est un grand mot. Hein. Donc voilà, il y a deux obliques de long terme. Il y a celle-ci. Après, je me suis dit quand même, ici, il y avait quand même un grand mois de volatilité. Donc je vais prendre cette mèche également, tracer l'oblique. Et en tout cas, en prenant les plus bas, vous voyez, ce plus bas de 2008 et de 2015, qu'en étant, eh bien le marché, le dollar australien teste cette oblique depuis le mois de mars, tout simplement, depuis la fin du mois de mars.
Donc voilà, ça pourrait être le support finalement qui pourrait permettre à l'AUD de progresser. On n'a pas le rebond que j'attends, malheureusement. J'espère qu'il aura lieu. Et en tout cas, s'il a lieu, on pourra s'attendre à un retour du dollar australien jusqu'au niveau, vous voyez, de février, hein, vers ces niveaux de prix. Et dans le cas où le dollar australien dépasse cette oblique haussière, eh bien le sentiment sera baissier jusqu'en bas, vous voyez, jusqu'à cette oblique de support. Le NZD, donc bien que j'ai fait une analyse de long terme, vous voyez qu'il n'y a pas d'oblique qui vient chercher, qui est proche du NZD index pour le moment. Donc la marge, je pense que la probabilité de baisse est encore importante. Il y a encore une marge exploitable à la baisse sur dollar néo-zélandais avant qu'il teste des supports majeurs. Actuellement, le NZD teste ses plus bas de l'année. Vous voyez, si on devait tracer le plus bas de l'année, il est ici, qu'on va tracer en bleu et en pointillé. Et bien vous voyez que le NZD index teste son plus bas de l'année. Pour ça qu'on a une consolidation. Et c'est le support de court terme, un support mineur de court terme. S'il est franchi, ça sera clairement un signal baissier jusqu'à ces niveaux de prix, vous voyez. Donc ça renforcera ma conviction baissière. Je l'ai toujours la conviction baissière, mais voilà, je préfère vous alerter sur le potentiel rebond. Le yen continue à consolider. Si on vient chercher le plus bas, enfin le plus haut, pardon. Alors, excusez-moi, j'ai mal tracé l'oblique. Donc, on prend le plus haut ici. Le plus haut. Vous voyez ici la mèche qui a testé l'oblique. Et donc, le yen, eh bien, vous voyez, le yen qui finalement est en train de dépasser cette oblique. Il dépasse cette oblique, le RSI toujours sous 50, ce qui empêche, je trouve, de mettre en place des stratégies acheteuses sur le yen. Donc attendons un petit peu d'avoir une nouvelle direction du yen. On a une résistance à court terme sur le yen index. Vous voyez, c'est ce prix de clôture. On a un support qui est le plus bas du mois d'avril. Donc voilà, tant que le yen index se situe entre ces deux bornes, la droite horizontale bleue et celle en noir, eh bien je pense que le yen n'y a rien à faire et qu'il est en consolidation, tout simplement. S'il sort par le haut de ce range, ce sera un signal bullish sur le yen. À l'inverse, s'il revient en bas de son canal et le dépasse, ce sera un signal baissier. Voilà, donc ce matin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le CAD qui a encore une marge progression à la hausse, le dollar également, le CHF, j'ai également une conviction haussière étant donné qu'il est sur support, le GBP baissier à court terme pour rejoindre le bas du canal, l'euro c'est pareil, baissier à court terme, l'AUD sur support, donc plutôt un sentiment haussier. Le NZD baissier, malgré le fait qu'il soit sur ses plus bas, c'est un niveau de support quand même mineur, hein, c'est pas majeur. Et il y a index neutre. Voilà, donc en croisant ces données, on a toujours le NZD CAD qui est intéressant à la vente. Voilà, il a rejoint les 0,90 hier. Bon, c'était pas un scénario fantastique étant donné que c'était que 20 pips qui ont été, pardon, un scénario de 20 pips tout simplement. Donc voilà, c'était assez facile entre guillemets. Mais je pense que NZD-CAD a encore une marge de progression au vu de l'analyse technique des index. Hein. Je répète, le CAD qui a encore une marge de progression à la hausse, le NZD une marge de progression à la baisse. Donc si on compile ces deux informations, ça donne une perspective baissière sur le NZD-CAD. Je pense que le NZD-CAD peut revenir dans un premier temps chercher 0,8938 et pourquoi pas les 0,88. Mais il sera indispensable de surveiller les index NZD et CAD pour surveiller qu'il n'y ait pas le CAD par exemple sous résistance alors que le NZD CAD est à 0,88. Si par exemple le CAD index est sous résistance et le NZD sur support alors que le NZD CAD est à 0,88 par exemple, 0,8888, eh bien il faudra clôturer les positions vendeuses du NZD CAD tout simplement. Voilà, donc ce sera personnellement j'ai encore une conviction baissière sur le NZD CAD. Il peut potentiellement venir chez 0,88,
Mais encore une fois, je vous invite à surveiller les devises index pour essayer de trouver le point bas. On a également le NZD-CHF, hein. NZD-CHF qui est intéressant. NZD-CHF, donc hier nous avions une stratégie baissière en direction de la moyenne mobile à 200 jours. C'est toujours d'actualité, hein, même si on a le dollar néo-zélandais qui rebondit ce matin grâce au bon chiffre de l'emploi. Voilà, c'est un niveau qui se vend à 0,70. Vente à 0,70 pour viser la moyenne mobile à 200 jours. Alors Raymond qui me dit, j'adore quand vous dites tout simplement. Alors oui, c'est vrai que je le dis beaucoup tout simplement. C'est vrai. Alors bonjour à vous Pascal. Pour tracer une oblique, il ne faut pas avoir 3 points et pas 2. Alors, ça dépend Didier. Ça dépend Didier. Pour valider une oblique, oui, il faut 3 points de contact. Maintenant, quand on peut utiliser 2 points quand c'est une oblique, on va dire psychologique, dans le sens où qui vient chercher tous les points bas depuis X années, par exemple. Si elle vient chercher tous les points bas depuis 2 années, c'est potentiellement intéressant de l'illustrer, de l'inscrire sur le graphique. Maintenant, c'est vrai qu'une oblique, elle a beaucoup plus de poids quand il y a 3 points de contact. Et normalement, elle est valide qu'à partir de 3 points de contact. Mais moi, je la trace quand il y a 2 points, généralement quand c'est des plus bas ou des plus hauts, pour alerter, pour signaler le potentiel rebond. Voilà, c'est pas parce que il y a que 2 points de contact qu'on peut pas la tracer. Quand il y a 3 points de contact, quand il y a 3 rebonds, ça valide l'oblique. Mais c'est possible d'en tracer quand il y en a 2. C'est pour ça qu'on peut tracer une multitude d'obliques quand il y a 2 points de contact. Ce qui n'est pas non plus très utile. Mais donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Également donc le dollar qui a dépassé pas mal de résistance sur le DXY et toutes ces résistances à court terme sur notre USD Index. Ça me donne une perspective haussière sur celui-ci, malgré son repli en intraday. Regardez, en intraday, c'est la devise qui retrace le plus, moins 0,26%, à l'inverse de l'AUD qui surperforme, plus 0,32. Donc dollar, je pense que ça peut s'acheter, étant donné qu'on a les signaux bullish quand même. Donc achat USD face à quoi? Face au NZD qui est déjà assez bas. Pourquoi pas l'euro? Mais l'euro, vous voyez qu'il teste un niveau de support. Le GBP c'est pareil. C'est pour ça que je préfère pas vendre l'euro dollar ou le GBP USD pour le moment. Même si voilà, le scénario à 1,20 a été atteint. L'euro dollar à 1,20 atteint. Mais si par exemple on a l'euro qui clôture sous cette oblique support, l'euro dollar on pourra clairement le shorter jusqu'à 1,15. Voilà. Alors vous voyez, j'ai pas dit tout simplement. Mais donc, GBP USD c'est pareil. GBP Index il est sur l'oblique support. Il est proche des 1,35. Si le GBP Index franchit le bas de son canal, s'il sort par le bas, le GBP USD pourra se shorter jusqu'à 1,32. Le NZD USD, donc NZD USD qui a rejoint 0,70, qui est rebondi dessus. Ça peut être intéressant d'attendre le rebond et de le revendre ce pullback. Donc, on utilise Fibonacci, point haut, point bas, 23, 38%. Donc, cette zone de prix, voilà, cette zone-là, elle serait intéressante à vendre, tout simplement. L'USD Yen, pour moi, on a fait le point haut. Voilà, 110, c'est le point haut. Même si le Yen consolide, il pourrait... voilà, je suis neutre. Je ne serais pas surpris si prochainement il rebondit. Donc 110 atteint. L'USD CHF en direction de la parité. Eh bien écoutez, vous voyez, j'y croyais pas du tout il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, c'est fait, la parité. USD CHF, donc le dollar qui s'apprécie de plus de 8% face au franc suisse en l'espace d'un peu moins de 3 mois. Et pourquoi pas s'attendre à une surperformance du franc suisse dès lors qu'il aura atteint la parité. Regardez un petit peu l'USD-CHF sous la parité, l'euro-CHF sous l'ancien taux plancher. Donc voilà, il se pourrait que finalement on a des grosses prises de bénéfices sur l'euro-dollar, ou du moins qu'on ait une clôture des positions short sur le franc suisse et un rachat, étant donné qu'il est sur des supports majeurs.
Voilà, donc l'euro CHF, moi j'ai une perspective baissière jusqu'à 1,1833. D'ailleurs, ça peut être un scénario baissier, hein. Finalement, l'euro CHF. Maintenant, il faudrait clairement que l'euro franchisse ce support pour que je sois confiant à passer, comment dire, vendeur sur l'euro. Voilà. Donc tant qu'il n'a pas dépassé cette oblique, on ne touche pas l'euro, on ne touche pas le GBP. Même si voilà, ils sont potentiellement très intéressants à continuer à vendre. Si vous êtes déjà vendeur sur l'euro et le GBP, vous pouvez maintenir des positions vendeuses, prendre une partie des bénéfices parce que les index testent des supports, mais vous pouvez continuer à les vendre. Je pense que honnêtement, ces supports sur l'euro et le GBP vont être dépassés, mais bon, ça c'est de la spéculation, donc attendons les signaux. Un signaux qui comment dire, qui validerait ce sentiment. Mais voilà, pourquoi pas vendre l'euro s'achève jusqu'à 1,1833. Ça fait quand même un ratio risque-rendement, donc 55, vous voyez, 55 pips de risque euh, pour donc 111. Donc euh, finalement un ratio risque-rendement de 2. Donc ça peut être intéressant de vendre l'euro CHF. L'euro CHF, pourquoi pas, hein. Je le note je note sur ma feuille, voilà, sans vous en dire plus, mais ça peut être une bonne stratégie prochainement. La UDNZD est suivi de notre position, donc voilà, enfin pas vraiment de tendance, je vous l'accorde, à court terme. KUD qui surperforme, mais le NZD qui est également très fort ce matin, finalement qui annule la performance du dollar australien. Vous voyez que le dollar australien n'est qu'en hausse de 0,04% en intraday, donc autant dire quasiment rien. Ce que j'attends encore une fois, hein, je le répète, c'est que le RSI revienne sur 50, pardon, et qu'il rebondisse dessus. En tout cas, c'est, on va dire, la dernière chance pour que la DNZD reparte à la hausse. Si on n'a pas de nouveau momentum, moi j'attends que la RSI revienne à 50. C'est le support qui pourrait permettre un rebond du momentum. Si le RSI repasse sous 50, je prends les bénéfices sur la UDNZD. Voilà. Donc voilà pour le FX. J'espère que vous avez compris. Si je dois faire un bilan sur le FX, GBP, euro, alors GBP, euro, yen, nous n'y toucherons pas. NZD, on continue à vendre. CAD, USD, CHF, AUD sur support ou alors qui émettent des signaux de breakout. Donc plutôt un sentiment bullish. Voilà donc pour le bilan du FX. On passe tout de suite aux indices. Les indices boursiers, donc CAC, DAX en hausse, Eurostoxx également forcément. CAC qui franchit les 5500 points. Hier c'était férié, mais on peut voir qu'on a eu donc un gap haussier au-dessus des 5500. Prochaine résistance majeure, c'est le haut de ce canal, donc aux alentours des 5000, un peu en dessous de 5006, vous voyez, entre 5550 et 5600. Ça sera une forte zone de résistance. D'ailleurs, on peut tracer cette résistance qui est le plus haut annuel. Voilà, le plus haut annuel donc aligné à droite, 5578. Voilà, c'est la prochaine résistance. Le DAX qui enfin, en tout cas en intraday, franchit son plus haut du mois de février, 12 611 points. Si on a la clôture journalière au-dessus des 12 611 points, ce sera un signal haussier jusqu'à 13 000, voire même 13 500. Donc ce sera possible de payer le DAX. L'Eurostoxx, qui a dépassé son plus haut, hein, de février, étant donné que, bon, nul besoin de vous répéter, mais par rapport au CAC, hein, les valeurs françaises sont les plus présentes dans l'Eurostoxx. Donc étant donné que le CAC est assez plus haut annuel, eh bien l'Eurostoxx surperforme le DAX. Donc l'Eurostoxx, moi, ma perspective est haussière. Prochain seuil majeur. Alors vous savez quoi, je vais retracer un petit peu ces seuils. Il y en a un petit peu partout. Voilà. Tac tac. Hop. Voilà. On va retracer un petit peu tout. Pour que ce soit bien propre. Donc les seuils psychologiques, hein, très important sur l'Eurostoxx, hein. Hop. Donc 3600.
Pardon, 3700. Est-ce que parmi vous, il y en a qui, euh, qui, qui trade l'Eurostock? Je serais, comment dire, intéressé de savoir si vous le tradez. Parce qu'il y en a beaucoup, je sais, qui tradent le CAC et le DAX. Bon, de toute façon, enfin, c'est pour les auditeurs, hein, parce que je sais ce que trade de toute façon les clients IG, hein, mais euh, non, Luc, oui, nous dit François. Ah, François qui nous dit qu'il trade. Donc voilà, si vous tradez l'Eurostock, n'hésitez pas à me le faire savoir, juste pour que je sache si ça vaut la peine de faire l'analyse dessus, étant donné que voilà, on fait déjà le CAC, le DAX, l'Eurostock, c'est ni plus ni moins que le mix du CAC et du DAX, hein, c'est un entre-deux. Donc voilà, en soi, si personne le trade, ça ne vaut pas vraiment la peine que je fasse une analyse, étant donné que je fais déjà sur le CAC et le DAX. Mais bon, s'il y en a qui trade, dans ce cas-là, ça vaut la peine. Alors, plus haut mensuel, donc, hop, ici. Donc vous voyez, c'est le plus haut mensuel 2015, hein, qu'en octobre, l'Eurostock n'a pas réussi à dépasser. Ici, on a un prix clôture également. Support, donc là, c'est le plus bas de 2017. Plus bas mensuel, pardon, de 2017. Qu'on va mettre en vert. Mince. Plus bas mensuel 2017, bon, plus bas mensuel 2018. Bon, ici, ça m'étonnerait que le cours revienne ici, mais bon. Voilà, écoutez, là, on a quand même des bons niveaux. On va se mettre en journalier. On va tracer une autre oblique, en plus de celle-ci, hein. En vrai, celle-ci a 3 points de contact. 1, 2, 3 points de contact. Hop. Donc 3 points de contact, celle-ci n'en a que 2, que je peux supprimer d'ailleurs, parce qu'elle n'a eu aucun impact envoyé à ce moment-là, donc voilà, ça ne vaut pas trop la peine de la matérialiser. On peut tracer une faible oblique, jamais en pointillé, elle a que 2 points de contact. Voilà, donc prochaine résistance, c'est clairement les 3600. C'est un prix clôture mensuel, vous pouvez voir en rouge, mais également un seuil psychologique. Donc perspective haussière de l'Eurostock 50 jusqu'à 3600, puis l'oblique baissière. Le DAX, pareil, on va refaire l'analyse. L'analyse, on va réactualiser pardon les seuils psychologiques et les niveaux de support de résistance pour donner un petit coup de fraîcheur. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire tous les mois. Ça va être la nouvelle habitude que nous allons prendre. Alors pourquoi je prends les prix clôture mensuels pour les niveaux de support et résistance? Tout simplement parce que vous savez que après la clôture mensuelle, il y a souvent une réallocation des portefeuilles des gérants, et donc après les clôtures mensuelles, on a donc des volumes assez plus importants qu'à normal, et donc des prix d'entrée des instituts qui prennent des bénéfices et ensuite qui re-rentrent. Donc forcément, ces seuils sont des seuils que les institutionnels surveillent de très près. Voilà, c'est pour ça que après il y a d'autres moyens. Je dis pas que c'est la solution, je dis pas que c'est les meilleurs niveaux de support résistance, hein. Mais voilà, ça fait parmi de ceux que j'aime le plus, tout simplement. Voilà, donc le DAX qui teste les 12 633 points, qui est un prix clôture mensuel, mais qui est également le plus haut de février, vous voyez, 12 111. Donc si clairement on a une clôture au-dessus des 12 133, ça sera un signal bullish en direction des 13 000, puis 13 300. Et pour le CAC, excusez-moi, hein, je le refais. Le CAC, vous savez, y a pas vraiment, ça vaut pas vraiment la peine, étant donné que l'analyse elle est assez claire, mais bon, je vais le faire quand même. Hop. On va se mettre en mensuel. Donc là, on a une résistance que le cours est en train de tester, comme vous pouvez le constater, c'est le plus haut mensuel de 2017, hein. Vous voyez. Ensuite, au-dessus de ce niveau-là, il faut remonter
au plus haut pré-crise financière. Ici, voilà, c'est le plus haut mensuel de 2015 qui fut une résistance en 2017 et en 2018. Et donc, on va en mettre un en dessous au cas où. Voilà, on va mettre celui-là. Et donc ensuite, vous voyez que les prochains seuils, les prochaines résistances sont clairement ceux la crise financière, puis ceux de la bulle technologique. Voilà, on se met sur du journalier. Est-ce qu'on a l'oblique? Nous n'avons pas. On va tracer la même oblique, étant donné qu'on sait que le DAX et l'Eurostoxx réagissent sur celle-ci. Ça vaut peut-être la peine de la matérialiser. D'ailleurs, je ne l'ai pas tracé sur le DAX, me semble. Ah si, je l'ai tracé sur le DAX. Je l'ai mis en bleu. Je vais la mettre en bleu également pour que ça soit cohérent. Voilà, donc on sait que même si le CAC n'a que 2 points de contact sur celle-ci, on sait que si le DAX et l'Eurostoxx testent cette oblique, eh bien le CAC aura une réaction. Voilà. Donc CAC perspective baissière en swing jusqu'à 5570 points, le DAX jusqu'à 13 000, l'Eurostoxx jusqu'à 3600. Oula alors, oula, j'ai eu beaucoup de questions depuis que j'ai fait mes supports résistance. Alors, en parlant de CHF, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années sur les paires en CHF par la Banque suisse, où peut-on trouver la liste des devises qui ont un PEG de leur banque centrale? Alors, que voulez dire par PEG, Didier? Si vous pouvez m'indiquer ce que vous voulez dire, un PEG de leur banque centrale. Alors je vais revenir sur le Forex après, j'ai des questions sur le Forex. Hein. Incroyable cette hausse violente du DAX. Benjamin, alors de toute façon le DAX risque probablement de surperformer les indices européens, enfin plutôt le CAC et l'Eurostoxx à court terme, étant donné que le DAX c'est l'indice le plus en retard, en excluant le MIB et l'IBEX. Hein. Mais si on compare le CAC il est assez plus haut annuel, alors que le DAX il est encore très loin. Il est à plus de 7% de ses plus hauts annuels. Donc forcément, dès que le CAC va plafonner, va tester ses plus hauts, le DAX va les rejoindre assez rapidement. Donc on aura probablement une surperformance du DAX. Je pense que le DAX, la configuration technique est dorénavant plus intéressante que le CAC. Alors que le CAC, vous savez que depuis le début de l'année, on le privilégie. Voilà, le DAX, c'est beaucoup plus intéressant étant donné qu'il y a une marge de progression importante. Didier qui me dit je préfère le DAX plus réactif et le Stoxx a le problème de son spread. Alors c'est vrai que le DAX, hein, rien ne peut battre le spread du DAX, surtout chez IG, hein, il est de 0,1 point parfois, regardez, c'est impressionnant. Hein. Regardez ici, donc on a les spreads, non pas les spreads, pardon, les spreads qui sont sur la plateforme DFX il me semble. Donc DFX, spread, voilà. Spread IG hein, bien évidemment, donc qui vont être actualisés dans un petit instant. DAX 1 point, FTSE 1 point, CAC 1 point, Eurostoxx 1,5. Bah, donc on a quand même des spreads assez bons. Donc voilà, tout simplement. Plutôt le S&P nous dit Nicole, d'accord. Je regarde pour le moment l'Eurostoxx nous dit François. Très bien. Ce qui est bien de l'Eurostoxx, c'est qu'il est un petit peu moins, eh bien, il est un petit peu plus lissé. Donc, en clair, s'il y a un risque sur l'Allemagne, il va être un petit peu moins impacté que le DAX. S'il y a un risque en France, il va être un petit peu moins impacté que le CAC 40. Donc, voilà, c'est ça l'intérêt un petit peu de trader l'Eurostoxx, c'est peut-être un petit peu plus axé sur la politique, on va dire, enfin, d'avoir un petit peu moins de risques sur les politiques domestiques propres à chaque pays. Voilà, l'IBEX, voilà, si on s'était positionné sur l'IBEX, enfin, voilà, je pense qu'il y en a qui sont positionnés, mais en tout cas, regardez l'IBEX. L'IBEX est également très intéressant. Vous voyez qu'il dépasse pour la première fois depuis le flash crash les 12 000 points, les 10 000 points. Donc là, c'est une perspective baissière jusqu'au plus haut de l'année, c'est-à-dire à 10 665, tout simplement. Et donc l'IBEX, vous voyez que le retracement était quand même violent par rapport au plus haut. Du plus haut au plus bas, on a une baisse de 13% quasiment, alors que l'Eurostoxx a baissé d'environ 11%, ce qui est un peu moins. Et on n'a pas eu, vous savez, les pressions sur la Catalogne
qui ont pénalisé l'IBEX, mais qui n'ont pas pénalisé l'Eurostoxx. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de momentum sur les indices que sur le Forex. Ai-je raison? Alors, le momentum est revenu quand même, la volatilité est revenue sur les indices ces derniers mois, hein, depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que à long terme, de toute façon, la volatilité, elle est basse, hein. Elle est de plus en plus basse. Si vous regardez le VIX qui est la volatilité intrinsèque du S&P 500, VIX, si on se met sur du long terme, vous voyez qu'elle est extrêmement basse. Bon, on a eu un pic récemment lors du flash crash, mais vous voyez qu'elle est quand même très très faible. Donc voilà. Oui, la volatilité est basse. Le CAC est la copie de l'Eurostoxx. Alors j'ai plutôt envie de dire que l'Eurostoxx est la copie du CAC. Voilà. Faut savoir que, alors, je vais vous faire voir une petite étude que j'ai fait il y a de cela quelques mois, il me semble en novembre. Alors, je vais vous faire voir, comme ça vous comprendrez mieux l'Eurostoxx. Et donc, voilà un petit peu. Voilà un petit peu l'Eurostoxx 50 en novembre dernier. Donc, vous pouvez voir que les entreprises françaises et allemandes pèsent 69% de l'Eurostoxx. Donc, en clair, si le CAC et le DAX sont en baisse, on aura tout l'indice qui sera en baisse, hein. Et à l'inverse, le CAC, les valeurs françaises, c'est pas tout le CAC qui est compris dans l'Eurostoxx 50, hein, mais les valeurs françaises qui sont dans le CAC et dans l'Eurostoxx 50 sont quand même les plus importantes. Ouais. Donc forcément, si le CAC est en baisse, c'est celui qui fait le plus de pression sur l'Eurostoxx. Portugal n'est pas présent dans l'indice. On a 18 entreprises, 18 françaises. Là, c'est par capitalisation boursière. Ici, c'est par nombre, hein. Donc, 18 valeurs françaises, 15 allemandes, 6 espagnoles, 6 du Pays-Bas, 2 d'Italie, 1 de Finlande, de Belgique et d'Irlande. Les 5 plus grosses entreprises pèsent 28% de l'indice. Les 5 plus grosses entreprises de l'Eurostoxx 50 pèsent 28% de l'indice. Alors attention, c'est pas actualisé. Dorénavant, Louis Vuitton est numéro 2, Total numéro 4, me semble-t-il. Voilà, mais bon, on est globalement dans les mêmes clous. Et donc, voilà. Et vous voyez que l'échelle, la plus petite capitalisation boursière de l'Eurostoxx, c'est 21 milliards. Alors encore une fois, c'est en novembre dernier. Et la plus grosse, c'était 165. Donc ça vous donne une tranche, un ordre d'idée des capitalisations qui sont comprises des entreprises qui sont comprises dans l'Eurostoxx 50. Alors voilà, donc ça c'était mon fichier études. Donc si forcément le CAC est en hausse, l'Eurostoxx sera en hausse. L'Eurostoxx, le premier contrat est sous juillet 2017 et le second sous janvier 2018. Pas trop IG comme timing entre les 22 pour tracer une oblique. Alors, l'Eurostoxx, le premier contact est sous juillet 2017 et le second sous janvier 2018. Pas trop long, pardon, comme timing entre les 22 pour tracer une oblique. Alors, Eurostoxx, j'y reviens. Alors c'est un peu court, si, mais c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets entre parenthèses c'est pour ça que j'ai mis cette oblique avec des tirets, parce que le marché est susceptible de réagir. C'est pas une oblique qui est confirmée, mais le marché est susceptible, c'est possible qu'il réagisse. En tout cas, s'il réagit à cette oblique, on pourra la valider. Donc voilà, c'est pour ça que je la matérialise en pointillé. Alors, FU CAC 50% Fibo du 23.3 au 34 2018 à 5122, pourquoi pas? Alors, du 23.3 au 30.04, donc CAC 23.3 au 30.04. D'accord, je vois donc en clair payer un pullback. Oui, de toute façon le pullback il faut payer sur le CAC. L'idéal, ce sera un retour à ce gap. Ce sera un retour à ce gap. De toute façon, on aura une respiration. Je pense pas que ça vaut la peine de passer long sur le CAC à ce niveau de prix. Regardez le RSI qui est à 73. On n'a pas eu de respiration de prise de bénéfice, même à 5500. Avec le marché a pris un jour, s'est stabilisé pendant un jour et ensuite il est reparti à la hausse. Donc on n'a pas de prise de bénéfice. Donc le marché devrait en prendre prochainement. Il va pas continuer en ligne droite comme celui-ci. C'est pour ça que le DAX me semble beaucoup plus intéressant. Le RSI
est beaucoup plus faible, donc on n'est pas dans une zone d'excès. Donc voilà, DAX 13 000 facilement. Alors que le CAC, ça me semble beaucoup plus compliqué. Avec le DAX, depuis les prix actuels, il est à 6%, plus de 6% par rapport à ses plus hauts de l'année. Le CAC n'est qu'à même pas 1%. Donc c'est beaucoup plus facile de payer le DAX que le CAC. Ah pardon, Didier donc qui me demande, oui le PEG, voilà. Donc c'est le taux plancher. Donc je reviens à votre question. En parlant de CHF par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années sur les paires en CHF par la Banque suisse, où peut-on trouver la liste des devises qui ont un taux plancher de leur banque centrale? Alors, je ne sais pas, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Concrètement, parmi les majeurs, il n'y en a aucune, à part celui de la Chine où c'est un pseudo taux plancher. Donc voilà, je sais pas. Je vais me renseigner. Si j'en trouve un, je vous l'enverrai lors du prochain webinaire. Mon... Je vous enverrai lors du prochain webinaire, tout simplement, mon cher Didier. Alors Didier qui me dit le stock 50 comme le CAC 40, il est bien pour ceux qui débutent au lieu d'aller sur le DAX qui lui fait mal pour les débutants. Alors peut-être, hein, possible, possible. Alors Nicole qui me dit je vous ai suivi sur l'IBEX, prix achat 9481, merci j'attends 12 000. Oui voilà l'IBEX, c'était mon l'indice de long terme que j'ai suggéré au début d'année. Alors on a eu des petites complications avec le flash crash, mais voilà moi je reste positif. Je reste positif sur l'IBEX. Je l'ai aussi, hein, j'ai aussi la ligne IBEX dans mon compte, donc voilà, je le garde. Et voilà, 12 000, pour moi, ça me semble être possible, tout simplement. Ça va prendre du temps, mais le rendement, il est particulièrement intéressant, donc voilà, je reste confiant. Je reste confiant sur ce trade. Sachant que la IBEX a été beaucoup sous pression à cause de la Catalogne. Donc il a une marge de progression encore plus importante que le DAX. Vous voyez, par rapport au prix actuel, les plus hauts 2017 sont à 12%. Donc le double du DAX. Hein. Alors que le MIB, vous voyez, eh bien, il est assez plus haut, hein, comme le CAC 40. Donc ça semble un petit peu plus compliqué d'acheter le MIB, le CAC actuellement, alors que le DAX est un peu plus intéressant, et l'IBEX également, mais bon, l'IBEX c'est pas comparable au DAX, hein, il est beaucoup plus risqué, entre guillemets. Disons que la politique en Espagne n'est pas encore totalement stable d'un point de vue de la Catalogne, alors qu'en Allemagne, voilà, les élections sont passées, on a eu le gouvernement, une coalition, donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. RSI stochastique très haut sur l'USD CHF. Alors oui, l'USD CHF d'ailleurs qui s'approche de la parité à Catherine. Donc il y aura probablement une prise de bénéfice, une surperformance du CHF lorsque l'USD atteindra la parité avec le franc. Et à mon avis, c'est le catalyseur qui manque pour que le franc suisse index rebondisse. Ne disons pas sell in May. Alors oui, sell in May and go away. Loïc nous dit-il. C'est vrai, c'est un adage qui est vérifié d'un point de vue sur une moyenne. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il n'y a aucune chance que le CAC, que le DAX ou que les indices progressent en mai ou en juin. C'est d'un point de vue probabilité, d'un point de vue statistique, oui. On a généralement une baisse sur les indices, mais vu que on a eu la baisse en février, en mars, et que ça se reprend en avril, le marché va probablement se rééquilibrer. Donc voilà, je ne serais pas surpris si au mois de mai, on a un mois haussier. Parce que voilà, ça va compenser la baisse de février. Alors que normalement, le février, c'est un des meilleurs mois pour les marchés actions. On passe aux commodities, hein. Ça fait 55 minutes. Du coup, l'objectif de 30 à 45 minutes n'a pas du tout été atteint. C'est un échec, mais bon. Au moins, on a pris le temps de discuter. Donc, l'or qui est à un niveau de support. Donc, ce que vous allez faire sur l'or va dépendre de ce que vous faites sur le dollar. Si vous êtes haussier sur le dollar, parce qu'il a dépassé des résistances, que vous êtes haussier jusqu'à 95, ou en tout cas dans tous les... Enfin, concrètement, si vous êtes haussier sur le dollar, dans ce cas-là, c'est compliqué d'être haussier sur l'or. Personnellement, j'ai une perspective haussière sur le dollar. Je pense qu'il va revenir à 95 à ses niveaux de novembre de l'année dernière. Donc, l'or a des chances d'enfoncer ce seuil, selon moi.
Les 1300, je pense qu'ils vont être enfoncés. Ils vont être enfoncés. Et prochain support, c'est vers les 1280. Voilà. C'est pas pourtant qu'il faut mettre une stratégie vendeuse parce qu'on est sur un niveau de support. Et le Dixie n'a toujours pas dépassé cette oblique baissière de long terme. Et on a la Fed ce soir, donc disons que le timing ne semble pas le plus opportun. Demain, pourquoi pas, mais bon, pas ce matin. Donc voilà, nous devons patienter tout simplement. Patienter d'avoir un signal haussier sur le Dixie. En clair, franchissement de l'oblique baissière qui va chercher tous les points hauts depuis 2007. Et l'or qui clôture sous 1300. Si on a ces deux signaux, on pourra vendre l'or jusqu'à 1280 et acheter le Dixie jusqu'à la prochaine résistance à 93 31 pardon, dans l'optique à terme de viser 95. Voilà. Tac. Si on a la clôture, voilà. Mon opinion sera ceci. Pas sur le Brut et le Brent, qui était sous pression hier à cause de la remontée du dollar, pardon, qui a fait pression sur tous les actifs cotés face à l'USD, enfin pratiquement tous. Maintenant, regardez l'oblique de momentum sur le Brut et le Brent, qui est relativement proche du RSI. Donc voilà, on pourrait avoir un rebond. On pourrait avoir un rebond jusqu'au seuil psychologique. Donc le Brut pourrait revenir à 70 $ ou le Brent à 75. Maintenant, attention, si elle est dépassée, ce sera un signal baissier en direction de 70 $ le Brent et 70 $ le Brut. Donc attendons, je pense, de voir la réaction du momentum sur l'oblique. Si on a le momentum qui rebondit, dans ce cas-là, on pourra payer le Brut jusqu'à 70. Si à l'inverse, on a le momentum qui casse cette oblique, on pourra le vendre jusqu'à 65. Alors, on me demande sur le cacao qui est toujours haussier. Cacao haussier, prochaine résistance, donc c'est les 3 $. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est 3 $ ou si c'est 3000. Moi, honnêtement, les soft commodities, tout ce qui est agriculture, etc., je ne les suis pas du tout. Je pense que c'est plutôt 3000. Un cacao, c'est quand même cher, je pense. Je sais pas du tout. Donc voilà. En tout cas, l'analyse technique, la tendance est haussière. Au-dessus de la moyenne mobile à 20, 50, 100 et 200 périodes. Ce qui matérialise clairement un momentum bullish. Et donc voilà, prochaine résistance 3000. Sucre. Alors le sucre, je sais qu'on avait fait une analyse technique. Bon, écoutez, on va la refaire, l'oblique. Enfin, l'analyse technique. Donc, niveau de support, on a ce niveau-là. Plus bas 2015, plus bas 2008, plus bas 2007. Je pense que ça va suffire. Maintenant, on va faire les résistances. Voilà. On se met en journalier. Ah, cette oblique, elle a été cassée. Très intéressante. Regardez, 1, 2, 3, 4 points de contact. Quasiment. À quelques pips près. Hein, sur cette oblique. Maintenant, on peut tracer cette oblique qui fait pression. Qu'on va matérialiser au cas où. Et donc, en journalier. Voilà, également cette oblique. 3 points de contact. 1, 2, 3. Donc opportunité vendeuse en cas de retour du sucre à cette oblique. Et voilà, tout simplement. Donc là, prochain support, si ce seuil est dépassé, alors pardon, on a oublié les seuils psychologiques.
Voilà, donc prochain support après les 1138, ça sera les 1000. C'est un prix clôture mensuel, comme vous pouvez voir, et c'est également le seuil psychologique. Donc fort support à 1000. Donc Catherine nous dit merci Valentin, j'aime toujours vos webinaires intéressants. Bon écoutez, parfait. Parfait. Hop. Alors, sur quelle station je travaille? Ce n'est pas TS2. Alors non, ce n'est pas TS2, c'est ProRealTime. ProRealTime proposé, donc disponible chez IG. L'exclusivité. Donc, voilà. Et j'avais une question il y a quelques minutes sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar sur les 1,20. Que faire? Eh bien écoutez, rien du tout. Tout simplement, on attend que le cours, que l'euro index, pardon, sorte par le bas de ce canal ascendant pour vendre l'euro-dollar. S'il sort par le bas de ce canal, l'euro-dollar viendra chercher les 1,15 au minimum. Voilà. Donc soyons prudents. D'ailleurs, je vais refaire un petit peu l'analyse parce que y a un petit peu de tout, hein. On va garder juste les seuils psychologiques, ce qui ne change pas. Mensuel, donc. Et donc, bien écoutez, alors, je pense qu'on a les niveaux clés devant nous. Nous avons un niveau clé. Ah, j'ai supprimé les 1,20 sans faire exprès. Voilà, 1,20, donc testé. En même temps, c'est la moyenne mobile à 200 jours, donc c'est une forte zone de résistance, de support, pardon. On a une oblique ici, qu'on matérialise dans le cas où les 1,20 soient cassés. Ça sera le prochain niveau de support majeur. On a également les retracements de Fibonacci, donc depuis le point bas jusqu'au point haut. Voilà. Là, on a dit ça, vous voyez que 50%. Ah. Donc 50%, c'est un fort niveau. Pourquoi? Eh bien parce que c'est non seulement un seuil où le marché généralement paye le pullback, mais également un seuil psychologique et un prix clôture mensuel. Donc les 1,15, c'est le puissant support sur l'euro-dollar, plus que les 1,20. Les 1,20, c'est un niveau, oui, mais les 1,15 est encore plus important. Et d'ailleurs, hein, je préfère préciser, 50% n'est pas un seuil de Fibonacci, hein, c'est pas un niveau de Fibonacci, hein, c'est dans l'indicateur Fibonacci parce que généralement il y a de fortes chances que le marché rebondisse à 50%, mais ce n'est pas un numéro, ce n'est pas un chiffre de Fibonacci. Je vous invite à regarder sur internet quels sont les chiffres de Fibonacci. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a beaucoup discuté ensemble aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça n'aura pas été trop long. En tout cas, c'est sûr que l'objectif n'a pas été atteint de faire 30 à 45 minutes. Merci encore pour votre attention. Merci pour vos remerciements. Je vois qu'il y en a quelques-uns. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis donc à rendez-vous ce soir pour ma formation. Je pense que je vais faire sur les corrélations, étant donné qu'on a pas mal parlé de corrélations ces derniers webinaires éducatifs. Donc je vais faire sur les corrélations à 18h. Et sinon, eh bien pour ceux que je ne verrai pas ce soir, rendez-vous demain matin pour toujours pareil, le point de marché quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à ce soir.